Bienvenue sur Au Calme, le podcast pour déconstruire le stress. Je suis Laure, la fondatrice de Ocaran, la marque anti-stress de soins au CBD. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France, et vous en faites sans doute partie. Les épisodes d'Au Calme vous apprendront à canaliser votre stress grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Le but ? Vous donner les clés via des exemples concrets pour mieux le gérer et vivre enfin plus apaisé. Ça commence dès maintenant et c'est Au Calme. Aujourd'hui, je reçois Irène Olzac, la fondatrice, entre autres, du célèbre magazine féminin Paulette. Entre autres parce que des projets, cette serial entrepreneuse en a des tas. De la plateforme sur la spiritualité, à l'espace holistique pour pratiquer et même à la vaisselle vintage. Si cette hyperactive se dit toujours pleine d'énergie, il y a 2 ans, son corps a tout bonnement lâché. Elle nous raconte tout de suite l'année la plus stressante de sa vie et les enseignements qu'elle en a tirés. Bonjour Irène. Salut. Je suis extrêmement contente de t'avoir parce que pour moi, tu es une de ces femmes fortes, hyper énergiques, qui vraiment transmet quelque chose. On se dit, ok, j'y vais. J'ai eu l'occasion d'échanger avec toi avant ce podcast et ça m'a galvanisée après. Donc vraiment, je suis très contente qu'on puisse partager ton expérience à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du stress, on va parler de la pression, de ce que c'est d'être une femme chef d'entreprise, de ce que c'est que de subir un gros événement dans sa vie qui d'un coup chamboule tout. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer, Irène, qui es-tu ? Merci beaucoup de m'avoir. Je suis hyper contente d'être là aussi. Moi, je m'appelle Irène Olzac, j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur depuis 12 ans. Et donc, j'ai créé Paulette Magazine, qui est un média français féminin, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, on va dire, qui existe en papier, qu'on peut trouver partout en kiosque, et également en digital, et qui fait plein de choses. Et j'ai également co-créé il y a de ça 2 ans un projet qui s'appelle ESO Paris, qui est une plateforme autour du monde de l'invisible, de l'ésotérisme, de la spiritualité, où on peut booker des praticiens, des médiums, et on fait beaucoup d'événements aussi. Et j'ai co-créé il y a de ça quelques mois, même pas un an, un projet qui s'appelle 11h11 Holistic Project, qui est un espace holistique et qui permet de se reconnecter le corps, l'esprit via à la fois des soins énergétiques que des pratiques de wellness, de bien-être, donc, méditation, yoga, bain de son et voilà, et tout ça. On va aborder évidemment ce côté multi-projet. Et avant, pour vraiment comprendre, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Paulette, quel est ce magazine ? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on voit la dimension ? Moi, je suis très contente d'en parler parce que j'ai 2 personnes dans mon équipe, Margot et Marion, qui sont passées par Paulette. Donc, c'est un média un peu de référence pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à créer ce média ? Alors, en gros, je pense comme beaucoup de personnes entrepreneurs au départ, surtout quand tu entreprends jeune, tu pars souvent d'un constat qui te concerne ou qui te touche de près. Et c'est vrai que à l'époque, donc en 2009, 2008, c'était des époques où on n'avait pas Instagram, ou quand tu voulais t'aimer un peu la mode, ou voilà, tu voulais trouver les nouvelles tendances, t'allais lire des magazines en fait. C'était vraiment, c'était l'Instagram d'aujourd'hui quoi. Et donc du coup, moi j'étais une grande lectrice de magazines comme toutes les filles de ma génération. Et c'est vrai que je constatais que ces médias, ils n'étaient pas forcément dans une démarche de bienveillance à l'envers des femmes, envers les femmes, pardon. Et donc, du coup, surtout, je trouvais qu'il y avait un manque de diversité, de représentation, autant de body type que de couleur de peau, que de tout, en fait. L'envie, c'était de dire, tiens, à ce moment-là, il y avait l'émergence des blogs, donc tout ce qui était les premiers blogs mode, toutes premières influenceuses, avec l'arrivée de Facebook, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais très sur les réseaux. J'aimais beaucoup découvrir tout ce qui se développait là-dessus. J'avais un Tumblr, j'avais un Mindspace, Skyblog, voilà. Je pense que beaucoup sont passés par cette case. Et du coup, je me suis dit, ça serait génial de retrouver la fraîcheur, la spontanéité, la diversité qu'on commence à voir émerger sur le digital, mais dans des supports statutaires, comme c'est le cas du papier. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de se dire, tiens, on va faire un magazine qui est bienveillant, qui est ouvert d'esprit, où on peut parler de tout sans jugement, où vraiment on est dans une approche d'ouverture d'esprit, de créativité aussi, avec une dimension visuelle et artistique très poussée, parce que moi j'avais fait un cursus d'école d'art et l'image c'est quelque chose qui m'amuse et je trouve que ça fait rêver, ça fait voyager tout le monde, quel que soit d'où tu viens, c'est assez universel
l'art en général, et donc ça touche aux émotions, quoi. Et donc du coup, on a lancé ça, 2009, on est né sur le digital, d'abord parce qu'on n'avait pas les moyens de sortir en papier, puis on a fait un appel à souscription pour de l'abonnement, on est sorti en papier en abonnement, puis on a fait un crowdfunding, ce qui nous a permis de sortir en papier en kiosque. Aujourd'hui, Paulette, on a plusieurs comptes Instagram dans différentes catégories, le voyage, la food, la mode, l'engagement et la discussion, on a des podcasts, on est même sponsor d'une équipe de football féminine. On a eu pendant 2 ans une émission sur Click TV. On essaye aussi de beaucoup engager le conversationnel. On fait des talks en physique. Bon, maintenant, on n'en fait plus trop pour le moment, mais on en faisait tous les mois. On a également un site en anglais. On a fait pas mal d'événements à l'étranger, puisque notre communauté Instagram est très... Enfin, il y a beaucoup d'Américains qui nous suivent et d'Anglais. Donc voilà. Donc c'est un projet qui, aujourd'hui... Enfin, il y a une multitude de choses, d'entités. On a un comédie club. Enfin, il y a vraiment... Et puis en même temps, on s'amuse. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on se dit, ça peut être fun, une opportunité, un constat, on y va, on n'hésite pas. Et évidemment, le support print qui, lui, sort tous les trimestres, à chaque saison, en kiosque au National. Pour qu'on comprenne, tu t'es dit, je vais concurrencer Cosmo, je vais concurrencer Glamour, les grands magazines féminins. À quel âge ? Assez tôt, parce qu'en fin de compte, c'était une idée que j'avais au collège, mais que j'ai concrétisée à 23 ans. Mais c'est vrai que... Ça me travaillait déjà depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'était à la fois, évidemment, flippant, parce que tu te dis, il n'y a pratiquement pas d'indépendants sur ce secteur. C'est uniquement des grands groupes de presse, que ce soit étrangers ou français. Et en même temps, tout était possible parce qu'il y avait l'émergence d'Internet, des réseaux. Et donc, du coup, je sais pas, je me suis dit que j'avais rien à perdre. En plus, surtout quand tu es jeune et que tu as tout à gagner en fait. Donc j'ai pas d'argent, peut-être les gens peuvent considérer que c'est du temps à perdre quand ils sont freinés, mais moi je le vois comme de l'expérience. Donc au final, ça me paraissait, j'avais tout à gagner en fait. Et aujourd'hui, tu oses te lancer dans de nouveaux projets. Tu nous as parlé d'ESO, de 11h11. Est-ce que ça, c'est pas un peu stressant de se dire j'ai un premier succès qui est reconnu et je me remets au défi? Alors, j'y pense même pas, ça, j'avoue. En fait, moi, c'est plus, il y a un truc qui se passe, une connexion, une opportunité, une discussion. Et en fait, ça se fait hyper spontanément si je sens que je peux... je me pose pas la question de me dire est-ce qu'on va me juger par rapport si ça marche pas aussi bien et tout. C'est plus... la question que je vais me poser, c'est est-ce que je vais être en capacité de donner le meilleur de moi-même dans ce projet, sachant que j'ai déjà une autre activité qui me prend pas mal de temps, même beaucoup. Mais la chance que j'ai, c'est que aujourd'hui, j'ai une équipe super solide sur Paulette, des gens avec qui j'échange beaucoup et dont j'ai une grande confiance. Et du coup, ça ne repose pas que sur moi. Donc, du coup, forcément, de ce fait, c'est un peu comme quand on dit « Ah, mais comment tu fais pour être maman et entrepreneur ?» T'organises ton temps, quoi, je pense. Alors, moi, je suis pas maman, mais en tout cas, des entrepreneurs mamans, j'en connais. Et en fait, je pense que c'est une question d'être beaucoup plus militaire dans son emploi du temps. Et en fait, je l'ai vu avec ESO. Sur le coup, j'ai eu un petit coup de flip au moment où j'ai accepté en me disant mais est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais pas décevoir mes associés, pas être assez présente ou décevoir mes équipes et qui auront l'impression que je les délaisse ? Et en fin de compte, j'ai pas eu l'impression. Je trouve que du coup, t'es beaucoup plus efficace parce que tu sais que tu as une fenêtre de tir qui est plus courte en termes de temps. Donc du coup, c'est un peu comme... Moi, j'ai fait un cursus artistique. Souvent, on a des projets qui s'étalent sur 3 mois, mais on s'y met, tu sais, les 10 derniers jours, quoi. Et donc, en fait, la pression, ça permet aussi d'aller à l'essentiel. Et je pense que du coup, d'avoir la pression, d'avoir ces différents projets, ça fait que je vais pas trop réfléchir, je vais être très instinctive et je vais, dans ce qui est mes missions au sein de ces projets-là, je vais essayer d'être au plus juste, le plus rapidement possible. Tu fais une distinction entre stress positif et stress négatif. Oui, tout à fait. Moi, j'adore... je suis quelqu'un de très actif, ça a tendance hyperactive. Et en fait, j'aime le stress quand c'est comme celui qui fait monter sur scène un artiste, quoi. C'est celui qui te donne une grosse poussée d'adrénaline, c'est hyper excitant, j'adore en fait. Mais évidemment, il a son côté face, comme tout dans la vie. Et c'est ça qu'il faut réussir à balancer. Et c'est quoi ce stress négatif chez toi ? Comment il se manifeste ? Alors, en gros, je crois qu'on en avait un petit peu parlé, il me semble. En gros, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de foncièrement positif. C'est-à-dire que, de manière générale, j'aime voir le verre à moitié plein. et j'essaye vraiment, le plus possible, et plus les années ont été, plus j'ai renforcé ce truc-là, de pas me laisser
embarqué dans la polarité négative qui te met dans une colère, etc., d'une situation. J'essaye de me dire toujours, bon, si ça se passe, c'est qu'il doit y avoir une raison. Qu'est-ce que ça c'est là pour m'apprendre? Peut-être que ça devait pas être dans ce sens-là. Peut-être que c'est une redirection vers autre chose. Peut-être que c'était pas cette personne. Enfin, j'essaye vraiment de philosopher tout ce truc. Donc du coup, de ce fait, je pense que je laisse pas forcément toujours la place à l'extériorisation de l'émotion négative, du stress négatif. Et de ce fait, il se manifeste autrement, donc pas verbalement parce que je ne veux pas me mettre à hurler sur toi ou à frapper quelqu'un parce qu'il m'a bousculé ou machin. Il va se ressentir dans mon corps en fait. Okay. C'est-à-dire que, tu vois, là j'ai un bouton de fièvre par exemple, ça fait une semaine que je me le traîne parce que j'ai un stress assez important au niveau boulot en ce moment où j'ai l'impression de j'avais pas encore trouvé la solution. Bon, là ça s'est solutionné juste avant que j'arrive, donc je souffle, mais c'est vrai que ça butait et je comprenais pas pourquoi, et la deadline se rapprochait et je me disais mais est-ce qu'on va y arriver en fait? Et du coup au lieu que ça ressorte par le fait que je commence à devenir exécrable avec mes équipes ou bien que je sois pas sympa et tout machin, je le contenais et bim, ça ressort par le corps. Voilà, et du coup moi ça ressort souvent, ce stress négatif ressort comme ça. Après je te dis pas que j'ai pas des moments, des montées de ton et que je vais pas me mettre en colère et tout, ça m'arrive, mais c'est quelque chose que j'essaye de diminuer parce que je me rends compte que ça m'affecte. Enfin, déjà tu peux blesser les gens, ils vont pas comprendre pourquoi, et ensuite même moi ça va m'affecter derrière beaucoup, donc j'essaye de réduire ce type d'interaction. Il y a des gens qui arrivent toujours à te mettre dans des grandes colères et tu te dis putain, et la force et la sagesse pour moi ultime, c'est de réussir à ne pas réagir à ce genre de choses, et en disant tout le temps que rien n'est personnel, que j'aime beaucoup les 4 accords Toltec, qui est un livre de chevet, quoi, et clairement voilà, il faut jamais rien prendre personnel, ça fait partie de ces règles, et quelqu'un qui réagit de manière excessive, c'est par rapport à lui-même, c'est pas forcément par rapport à toi, et ça, une fois que tu te le répètes à chaque fois que tu as des interactions comme ça, ça te permet de prendre un pied de recul face à la situation et de pas être dans une réaction à chaud, de pas être dans la réaction en fait. Des fois, il faut juste te mettre en pause face à une situation. Après, je ne parle pas des violences physiques, évidemment, hein, on est bien d'accord. Irène, est-ce que tu accepterais de me raconter le plus gros stress de ta vie? Carrément. Écoute, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, alors c'était quoi? Parce que bon, du stress, il y en a quand même eu beaucoup, et puis il y en a au quotidien, et même si je le laisse pas complètement m'abattre, il est bien présent, et j'ai des gros moments de déprime comme tout le monde. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, alors je sais pas si c'est le plus gros stress de ma vie, mais en tout cas c'est celui que j'ai le plus ressenti physiquement. Comme je disais, moi ça passe beaucoup par le corps. Ça a été l'année des 10 ans de Paulette, donc 2019. Une année hyper importante pour moi parce que très symbolique. C'est-à-dire 10 ans que je fais ça, le projet est toujours là, et meilleure année de notre vie, quoi. C'est-à-dire meilleurs chiffres, super croissance, lancement de notre site en janvier, gros événement à New York, full de gens, de notre site en anglais. Ensuite, des challenges tout au long de l'année, des lancements. Je m'étais dit, je veux que ça soit un feu d'artifice cette année. Donc, je vais tous les 3 mois sortir un truc, quoi, grosso modo. Donc, on avait lancé nos podcasts, lancé l'émission de télé. Tout était la même année. Et l'apothéose, c'était censé être le mois de lancement de Paulette, donc septembre-octobre, où on avait une semaine de pop-up store à New York pendant la Fashion Week. Donc une semaine dans un loft incroyable dans le Lower East Side, donc vraiment quartier que j'adore, où tous les jours on avait des ateliers différents. Ça peut être de la peinture, du sport, de la bouffe, on avait des talks, des trucs géniaux. Une communauté au rendez-vous. Et la semaine d'après, c'était une semaine d'événements à Paris où tous les jours, midi, soir et des fois même matin, des workshops, des ateliers, des talks. Et à chaque fois, j'étais présente. Donc en gros, je courais d'un event à un autre toutes les 3 heures. Et donc j'ai enchaîné tout ça, sauf que en gros ce qui s'est passé à New York, donc ça se passait très bien, c'était très chouette. En même temps on avait plein de projets de marques, de brands, donc il y avait aussi une grosse pression sur les équipes, sur d'autres sujets que ce truc. On n'avait pas que cet événement à New York, en parallèle il se passait plein d'autres trucs. Et je sais pas si les gens s'en rendront compte, mais c'est réputé comme très difficile les États-Unis pour les entreprises françaises. Il y a énormément de très grosses entreprises françaises qui se sont cassées la gueule aux États-Unis. Ouais. C'est très dur de se lancer à New York. Ah c'est fort possible. Alors nous on n'a pas lancé de compagnie là.
là-bas, j'ai pas de bureau, j'ai pas d'équipe, donc ça reste la boîte française. Mais c'est vrai qu'on avait constaté que sur les réseaux, mine de rien, il y avait quand même plein de petites personnes qui nous suivaient de là-bas, et on s'est dit, on avait touché du doigt en janvier avec le lancement du site, et finalement, quand on est revenu en septembre, c'était là, quoi. Donc c'était trop bien. Et c'est vrai que cet événement se passe bien. Il y a du stress, mais c'est du stress positif. Donc cette fameuse adrénaline dont je parlais tout à l'heure, hyper excitante. Et là, je sais pas ce qui se passe. Un jour, je suis avec mes équipes, on est dans le loft, on prépare un setup pour un événement et tout. Et là, je suis bloquée. J'arrive plus à respirer. Je me retrouve bloquée au sol, en fait. C'est-à-dire, j'ai un point dans la poitrine et dans le dos, comme une sorte de crise d'angoisse plus. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc, on stresse un petit peu. Et je dis non, mais ça va aller. C'est pas une crise cardiaque, c'est pas machin. C'est juste que, il fallait que je reprenne mon souffle. Et puis, c'était, je pense, une crise de nerfs. Enfin, je ne sais pas ce que c'était vraiment. Souffler à force de courir partout, certainement peut-être. ça aussi, parce qu'on courait à droite, à gauche, aller chercher des trucs. Et puis, on reste une équipe familiale, hein, donc forcément, on n'est pas très nombreux. Sur place, moi, mon équipe, elle était quand même beaucoup en France, donc on était un petit groupe, mais on n'était pas 10, quoi. Et c'est vrai que je me retrouve à terre et ça me choque parce que moi, généralement, j'étais plutôt solide en termes de santé, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de soucis de santé, qui va pas souvent chez le médecin d'ailleurs. Je me dis toujours, ça redémarre, c'est pas grave, je me fais confiance. Et là, waouh! Et puis ça se reproduit. Je marche dans la rue pour aller voir une copine dans le même séjour, parce que j'avais une amie entrepreneur qui avait également un événement à la même période. Et là, pareil, j'arrive, je m'écroule dans ses bras. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, je pleure de nervosité. Je dis que je comprends pas parce que tout va bien. Donc, je vois pas de raison. Mais je pense que c'est ce qu'on a appelé certainement un trop-plein, quoi. Enfin, donc, voilà. Et là, c'est vrai que ce qui est fou, c'est que je rentre. Donc, j'ai cette semaine anniversaire Paulette, qui est génialissime à Paris, qui se passe trop bien, apothéose, super soirée. C'est le moment où tu t'arrêtes un peu dans ta vie et tu te dis waouh, j'ai fait quelque chose, quoi. C'est genre, c'est le moment de célébrer. Et puis je fais de ça avec mes équipes, je fais de ça avec mes amis. Enfin, franchement, tout est parfait, en fait. Donc, je suis hyper émue et hyper contente. Puis ensuite, j'ai un événement ESO assez important qui arrive. Et là, je vois mes copines qui me voient. Elles me disent, Irène, t'as pas l'air bien. T'es toute pâle. T'as l'air... Et je dis, je sais pas pourquoi, je suis pas bien. Je pleure. Ça sort tout seul. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et puis ensuite, dans la foulée, je pars en shooting. Tout s'est vraiment très enchaîné. Je suis partie en shooting en Turquie, qui est mon pays d'origine. Donc j'étais trop heureuse de shooter dans le pays, parce que ça, en 10 ans, je n'avais pas encore fait. En plus, j'avais travaillé avec mon oncle et ma cousine sur la prod, donc c'était en famille. Je faisais découvrir à une partie de mon équipe mon pays, donc j'étais trop heureuse. Donc ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Sauf que le shooting se termine et l'équipe rentre en France. Moi, je reste en famille. Et là, se passe la rupture avec mon compagnon avec qui j'étais depuis 15 ans. Ouais. À distance. Puis je rentre sur Paris, donc la même version en physique. Et là, j'ai l'impression que tout s'écroule. C'est comme si ça avait été tu vois, de New York jusqu'à ce moment-là, une sorte de tsunami. Voilà. Et du coup... ça a suivi une période très sombre où je suis restée enfermée pendant, je pense, une dizaine de jours chez moi. Je pouvais plus rien faire. J'étais à terre. Et ensuite, comme je suis quelqu'un qui ne veut pas que ce genre de moment dure, c'était déjà très long autant, je me suis dit, meuf, il faut que tu retrouves la lumière, hein, parce que c'est ok, t'as le droit de souffrir et tout, mais derrière, il y a des gens qui comptent sur toi, tu dois avancer. Et la chance que j'avais, c'était que c'était sur la fin de l'année, donc derrière, il y avait, comme j'avais eu une rentrée très intense, je m'étais déjà bookée avant même de savoir, une semaine dans une maison seule face à un lac au fin fond de la Creuse. Et j'avais booké ça l'été en me disant, après tout ce truc-là, j'aurais besoin d'un moment de bien-être. Donc ça tombait à point nommé. Donc je me suis retrouvée dans une maison avec une cheminée face à un lac, à me balader dans les bois, à me faire des feux de cheminée, à lire des bouquins et juste à me retrouver. Ouais. En me disant que voilà, c'était un nouveau cycle qui s'ouvrait à moi et que voilà. Et puis ensuite, il y a eu les fêtes de Noël, je me suis retrouvée en famille, c'était super. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, 2020 est arrivé et toute cette pandémie qui est finalement aussi tombée pour moi, malgré les difficultés professionnelles, d'un point de vue purement personnel. Cet isolement m'a fait aussi beaucoup de bien, ce qui m'a permis aussi de continuer à faire ce développement personnel et tous ces soins de comprendre qui on est. Enfin bref.
plein de choses. Et aujourd'hui, comment tu vas ? Écoute, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, même si pour moi, faire le deuil d'une histoire aussi longue, ça prend du temps. Clairement, et ça fait finalement 1 an et demi, et c'est encore dur pour moi. C'est encore dur parce que tu dois comprendre qui tu es toute seule. Tu vois, et c'est ça qui est, je pense, le plus dur. Même si tu sais qui tu es, il y a encore, ça laisse des trous, quoi. Ça laisse des trous. Et en fait, ce qui est super, c'est que au courant de l'année 2020, du coup, j'ai été vachement dans l'exploration de moi-même. Donc, j'ai fait beaucoup d'expériences holistiques. Des plus mystiques aux plus basiques, donc que ça soit des soins énergétiques comme la fasciapulsologie, la kinésiologie, évidemment beaucoup de méditation, des bains de son, du jeûne intermittent, jusqu'à faire du chamanisme, faire le Kambo, qui est un vaccin issu de l'Amazonie, où ils prennent une sorte de venin d'une grenouille amazonienne qui te mettent dans ta lymphe, et donc bref, qui te met dans un état de purge. C'est un peu ce que tu fais avant l'ayahuasca normalement. Okay. Et donc, du coup, ça a été aussi une expérience assez folle. Et donc, j'ai été, en fait, dans l'exploration la plus profonde de moi-même sur plein de plans pour justement me retrouver, en fait, me re-rencontrer, même si... parce que j'avais l'impression de m'être perdue en me retrouvant seule du jour au lendemain. Et je suis encore en process. Hier, tu vois, j'ai été faire du cupping. Donc, j'ai encore des traces dans le dos de médecine chinoise, et également une irrigation du côlon. C'est quelque chose de merveilleux que j'avais testé l'année dernière, justement en janvier, donc juste après cet épisode, et ça m'avait... en fait, le ventre, c'est vraiment le nid de tes émotions, et tu stockes beaucoup de choses dans ton intestin, dans tous les sens, et du coup, le truc, c'est que venir faire ce travail, surtout en plus au moment du changement de saison, c'est assez idéal, ça te permet... De te vider émotionnellement aussi, en fait. Et la personne qui fait ça, elle est géniale parce qu'elle est sophrologue aussi, donc il y a vraiment toute une démarche très holistique. Elle n'est pas juste médicale, elle est infirmière et sophrologue, et ça c'est fantastique. On peut la citer peut-être, on mettra le lien. Bien sûr. Ouais, c'est Salima de Temps Pur Soi, et vraiment, enfin, pour toutes les personnes qui sont un jour posé la question, que ça intéresse, je recommande à tout le monde de faire ce soin parce que c'est merveilleux, hein, vraiment. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'hier, par exemple, parce que là, justement, j'avais des choses qui bloquaient autant sur un point de vue personnel que professionnel ces dernières semaines, et du coup, ça bloquait dans mon corps aussi. Donc j'étais tendue, j'étais crispée, et finalement, d'avoir fait ce moment de purge, finalement, il m'a allégée, et ça m'a permis de prendre les choses aujourd'hui avec beaucoup plus de philosophie, par exemple. Tu nous as cité plein de techniques différentes. Il y en a une qui m'interpelle beaucoup, c'est le chamanisme. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste et comment ça t'aide à te retrouver, soulager ton stress, ta pression ? Alors, le chamanisme, moi, je ne l'ai pas exploré par rapport au stress spécifiquement. En plus, c'est marrant parce que j'y ai vraiment été de manière complètement naïve. C'est-à-dire qu'en gros, chez 11h11, on a donc Marine, qui est notre chamane, qui elle est basée à Majorque. Et elle me dit, Irène, il faudrait vraiment qu'on fasse une séance ensemble. Je pense que c'est un moment pour toi, c'est important et tout. Et je lui dis, ok. Et on avait fait déjà des séances en groupe avec mes associés pour aller trouver notre animal totem. Puisque donc, en fait, le chamanisme, peut-être je vais te dire des bêtises, je ne suis pas la plus pointue surtout, mais en gros, c'est le chaman, c'est une personne qui est connectée avec les énergies de la nature, des animaux et de manière générale l'énergie de la terre, et qui a une hypersensibilité, et qui, grâce à un état dans lequel il se met par le biais de la musique et du chant. Et donc, elle est sur un chamanisme de type amérindien, mais il y a plusieurs chamanismes. Il y a aussi un chamanisme de type mongol. Il y a différentes cultures de chamanisme, mais donc elle fonctionne avec son tambour, et elle se met dans une sorte d'état de transe qui lui permet, elle, de se connecter à tout ce subtil, on va dire, autour de toi. Et toi, tu es passif, donc tu fermes juste les yeux, tu écoutes ce chant et cette musique, et elle te demande juste de t'imaginer quelque part au départ, mais avant de commencer elle à chanter. Après, elle te guide pas, c'est pas comme une méditation guidée, t'es tout seul, et à la fin elle te demande de raconter ce qui s'est passé dans ton psyché, dans ta tête, et ce que tu as pu voir, imaginer, et elle rajoute des informations qu'elle a reçues, plus ou moins, mais le but, c'est que ce soit toi qui les reçoives. Et donc, elle fait ce qu'elle appelle un soin, où se connecte pour
pour que tu reçoives ces messages. Et moi, c'est vrai que j'y allais naïvement en pensant que j'allais trouver juste mon animal totem, parce que mes associées, elles avaient trouvé, moi non. C'est à chaque fois qu'on avait fait des séances, elles racontaient en fait, leur imaginaire, elles me racontaient leur voyage chamanique, du coup, et des trucs incroyables, remplis de détails. Et j'étais hyper jalouse, parce que j'étais là, moi, je ne vois rien. C'est-à-dire écran noir, je n'y arrivais pas du tout. Et j'étais là, mais pourquoi? Alors que je suis la personne qui avait le moins peur de ce truc-là, et j'avais vraiment envie de voir. Et du coup, quand je me suis dit, bon, on va refaire la séance, comme ça, peut-être que je vais voir. Et puis, en fait, je n'ai rien vu, la première séance, rien du tout. Après, la deuxième, on a refait. Elle m'a dit, concentre-toi sur tes sensations. Des fois, il y a des gens qui ne voient pas, mais qui ressentent. Donc, concentre-toi. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as l'impression ceci? Et en fait, petit à petit, au fil des séances, j'ai commencé à ressentir des choses, mais je n'arrivais toujours pas à voir. Et ressentir des choses qui, à post-séance, en fait, m'ont mis dans des états... mais je me retrouve à vomir aux toilettes, quoi. C'est-à-dire que vraiment j'ai la sensation d'avoir que des moments me traversent, des moments me traversent de trauma, d'expérience, mais j'arrive pas à comprendre exactement ce que c'est. Mais par contre, l'émotion est bien présente. Tu purges. Voilà. Et du coup, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que cette émotion? Qu'est-ce que ça raconte? Surtout que quand t'es quelqu'un qui aime bien le concret, tu as envie d'avoir les réponses. Et donc, du coup, ça m'a mis beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de séances. Et puis en fait c'est surtout les post-séances où des choses se débloquaient, parce que je pense que j'avais tellement envie que ça marche que je bloquais certainement les choses pendant la séance, mais du coup ça m'arrivait en vague après et j'ai commencé à comprendre certaines choses. J'ai pas encore tout compris, pour être honnête. Je suis encore en phase d'exploration de ces vérités. Je pense que je vais faire de l'hypnose très prochainement, parce que je pense que mon mental est trop présent, et donc ça me permet pas forcément d'avoir accès à tous mes souvenirs, mais je suis clairement en train de mettre le doigt sur des souvenirs de la petite enfance que j'aurais pu effacer complètement de ma mémoire, mais qui aujourd'hui expliqueraient beaucoup de choses sur la personne que je suis. Voilà, et du coup, je creuse là-dedans. C'est pas forcément très joli, mais c'est hyper essentiel, parce que tu te rends compte que quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Et en fait, quand tu commences à comprendre que peut-être qu'il y a des éléments de l'histoire que tu n'avais pas en main, tout d'un coup, plein de choses deviennent logiques. Donc en fait, là, j'ai l'impression d'être dans un jeu de pistes où j'essaye de retrouver des pièces du puzzle pour comprendre un petit peu tout ce qui aurait pu se passer. Donc c'est compliqué, parce que t'as envie d'en parler un peu à la famille, mais tu veux pas trop non plus, parce que ça peut impliquer des gens. En même temps, tu n'es pas sûr, parce que tu n'as rien vu. Les souvenirs ne s'apparaissent pas. Donc, du coup, c'est quand même très délicat dès lors que tu n'as pas un souvenir de l'ordre visuel. Mais ce qui est certain, c'est que, tu vois, typique, hier, quand je fais ma séance d'irrigation, elle creuse beaucoup, elle te pose beaucoup de questions personnelles. Elle est vraiment dans cette séance de sophrologie en même temps qu'elle fait le soin. Et on en est arrivé à ces sujets-là, et c'est vrai que ça a été le moment où j'ai réussi enfin à lâcher des choses, autant physiquement que verbalement. Et elle m'a dit, au vu de ta réaction et l'état dans lequel j'étais, qui était clairement un état... où je pleurais en boucle, je vivais comme une sorte de crise, clairement. Elle me dit, il y a quelque chose, et il faut que tu ailles savoir ce que c'est, mais tu ne peux pas rester sans savoir, parce que ça fait partie de toi, et il faut que tu ailles creuser. Et c'est sûr que le chamanisme, c'est intéressant, parce que ça m'a amené. Et puis après, il y a eu plein de petites choses sur mon chemin, un livre, un bouquin, tout qui tombait et qui venait me donner des éléments. Je me disais, waouh, c'est quand même fou, parce que c'est pas un hasard, s'il y a ci, s'il y a ça. Donc là, j'ai l'impression d'être une enquêtrice. En même temps, je suis pressée de savoir. En même temps, on m'a bien dit de prendre mon temps, parce que ça peut être très dur et assez violent. Et en même temps, je me dis, voilà, je sais que je ne revivrai pas ce que j'ai vécu, puisque c'est dans le passé. Oui. Donc, j'en ai pas peur, puisque c'est dans le passé. Et en même temps, j'ai tellement envie d'avancer. Moi, je suis quelqu'un qui a envie d'avancer, et je pense que je transcende le négatif en positif. Ouais. Et je pense que ça, si cette expérience... quelle que soit l'expérience, s'avère... si je retrouve le souvenir de cette expérience, ça mettra du sens aussi sur la personne que je suis aujourd'hui. En fait, je comprendrai mieux. Parce qu'on m'a souvent dit, mais comment tu fais pour être tout le temps positif comme ça? Et je disais, mais en fait, je le fais pas... je me force pas, en fait. C'est juste que pour moi, c'est une manière d'avancer. Tu transformes une difficulté en opportunité. Exactement. Pour moi, c'est presque un conseil pratique. C'est pas juste pour pouvoir avoir le smile. C'est juste que c'est comme ça que j'avance, en fait. donc voilà. Et quand on échangeait, tu me disais que c'était pas anodin que ce soit le sens de la vue
qui est disparu. Est-ce que tu peux à nous fait. raconter cette anecdote? Alors en fait, justement, pendant les séances chamaniques, au bout de la deuxième, la chamane me dit, Irène, est-ce que tu as des problèmes de vue? Et donc je lui dis, oui, je suis myope et depuis le collège, mais je n'ai pas de lunettes. Et donc elle me dit, attends, tu ne comprends pas, tu es myope de beaucoup, tu sais de combien tu es myope? Je dis, assez pour que quand je te croise dans la rue, je te reconnaisse pas, quoi. Donc ça fait une certaine myopie. C'est pas énorme, mais c'est assez handicapant, effectivement, au quotidien. Elle dit, mais pourquoi tu ne mets pas de lunettes? Et je lui dis, écoute, tout simplement parce que j'ai essayé 1 million de lunettes et je me reconnais pas. J'ai l'impression d'être une autre personne quand je porte des lunettes. Elle dit, pourquoi tu mets pas des lentilles? Je dis, parce qu'en fait, ça a l'air chiant et je sens que je vais faire n'importe quoi avec ça, je vais pas respecter le truc, je peux me faire mal aux yeux, enfin, ça m'attire pas. Donc je me suis dit, dans ma tête, un jour, je ferai l'opération et puis voilà. Elle me dit, tu vois, c'est assez symptomatique, si tu ne vois pas pendant les séances et tu ne vois pas vraiment dans la vie, c'est que tu ne veux pas voir. Et quand on ne veut pas voir, on ne voit pas, tout simplement. Et elle me dit, je pense que pour pouvoir débloquer des choses, il va falloir que tu commences à voir déjà rien que retrouver le sens de la vue. Et en fait, ça a tellement résonné quand elle m'a dit ça que pour la première fois, et pourtant, j'ai fait un anniversaire flou à flelou sur cette thématique, j'ai eu une cagnotte pour m'acheter des lunettes, c'est vrai que c'était un running gag avec mes potes depuis quand même un certain nombre d'années. En dessous de ma gueule, c'est vraiment un sujet. Et moi, en fait, je disais, non, mais moi, je suis dans ma bulle, en fait, ça me plaît. Dans le métro, je vois pas les regards insistants ou les gens relous. Je sens, par contre, du coup, vachement plus les énergies, parce que comme je vois pas, du coup, je pense que je suis d'autant plus sensible quand il y a quelque chose de dangereux ou bien qu'il faut éviter, etc. Même si j'ai pas vu le visage de la personne, je vais le sentir. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu comme, tu sais, les super pouvoirs, quand tu perds un sens, tu surdéveloppes certains autres. Et donc voilà, et du coup, bizarrement, ça a été le déclic quand elle m'a dit ça, parce que comme j'étais déterminée à voir pour avancer, j'ai été m'acheter, mais en moins de 48 heures, une paire de lunettes. C'est-à-dire que j'ai été chez le truc qui fait tes lunettes en 24 heures, j'ai pris la première monture à 30 balles, j'avais plus du tout aucun souci de style, alors qu'au départ, c'était le gros blocage, genre je trouve pas par rapport à ma forme de visage. Tu vois, je trouvais toutes les excuses possibles et imaginables pour pas en avoir, et là, en 48 heures, j'avais une paire de lunettes, et je marchais avec, et j'ai l'impression de redécouvrir la vie, en fait. J'étais là genre, what? Tout est profond, tout est 3D. Et là, je te parle, j'ai pas porté mes lunettes. J'allais dire, tu n'as pas les lunettes aujourd'hui. Non. Et donc, en fait, je les ai portées, du coup, justement, pendant tout le chamanisme, j'ai dû commencer, je crois, en octobre. Et donc, on a travaillé au septembre-octobre, toute la fin de l'année dernière. Et puis, sont arrivées les fêtes, le froid, la buée, les masques. Super relou. Donc, lunettes plus masque, c'est un combo pour tous ceux qui testent catastrophique. Ouais. Tu ne vois littéralement rien. Donc, je préférais voir flou que voir avec de la buée. Ne pas voir avec de la buée, c'était dangereux, donc j'ai commencé à moins les mettre. Et en fait, tu vois, là on est donc en avril, ça fait 4 mois. C'est pas un hasard que je reprenne le travail sur tous les points, parce que j'ai complètement abandonné le travail personnel. J'ai abandonné ces lunettes pendant 4 mois, et j'avais un poids, un stress qui était monté, alors que j'avais atteint un stade de sérénité l'année dernière qui était exceptionnel. Enfin, je te disais, je pleure régulièrement de gratitude. C'est un truc que je connaissais pas avant, tu vois, genre juste un rayon de soleil, un truc machin, j'étais là genre waouh, putain, complètement. Et en fait, j'étais depuis le début d'année, j'étais focus à l'idée de trouver cet appartement à Marseille, je le trouvais pas, du coup ça me mettait du stress, plus il y avait du stress travail, financier, parce que on subit la crise et on la ressent bien, surtout en ce moment. Ouais. Il y a un effet un peu onde de choc. Et du coup, c'est vrai que je me disais, c'est un peu comme s'il n'y a rien qui n'allait, quoi, tu vois. Alors que en vrai, ça va, mais j'étais dans ce mood comme ça, un peu chiant. Et donc, en revenant sur Paris, voilà, j'ai fait ce soin. Et là, je suis partie pour normalement remettre mes lunettes. Voilà. Ouais, tu t'es laissé rembarquer de nouveau. Je m'étais laissé rembarquer complètement. Ouais. Mais je pense justement, peut-être inconsciemment, même si je disais que j'en avais pas peur, parce qu'il fallait le temps de digérer aussi. Hein. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand on est en train de te dire que peut-être ton histoire, c'est pas celle que tu crois, même si tu te dis ok, je vais pas la revivre 2 fois, quand même, faut un temps. Et je pense que comme je suis quelqu'un qui veut que tout se passe vite, qui aime bien, qui se dit que tout repose souvent sur sa capacité d'action, là, je pense qu'on m'a dit attends, fais une pause et puis tu vas reprendre. Et là, je sens que je suis prête à reprendre pour le coup.
En tout cas, je te remercie de nous partager en toute transparence ça, parce que t'es un peu un symbole de réussite. Hein. Tu as 3 entreprises, tu es une femme extrêmement accomplie, très jeune. Et je trouve que cette parole qui dit en toute transparence, à un moment, ça peut s'effondrer et je me reconstruis et voici comment je me reconstruis. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Merci. Et du coup, ça m'amène une question. Là, je te dis, tu es un symbole de réussite. C'est quoi la réussite pour toi? Justement, quand j'entends ça, je dis... C'est intéressant comme observation parce que pour moi la réussite c'est d'être en phase avec qui on est, c'est-à-dire dans nos actions, dans notre expérience de vie. C'est-à-dire que par exemple je suis contente et je me dis que j'ai réussi quand j'assume pleinement l'idée de changer de ville, tu vois, ou quand j'assume pleinement de monter une société alors qu'il y a des risques, alors que on est en pleine crise, mais parce que l'appel est plus fort. Et donc du coup pour moi avoir réussi, c'est peut-être le sens premier, c'est réussir à faire ce qu'on ressent qu'on doit faire. Et donc, du coup, malgré les difficultés, malgré les peurs, malgré les avis extérieurs, le contexte et tout, ne pas laisser ce qui est extérieur avoir un impact sur son intériorité et son instinct et son intuition, et être le plus aligné possible avec ça. Et pour moi, je peux dire que j'ai réussi parce que je suis quelqu'un qui s'écoute. C'est-à-dire que je ne laisse pas... je m'écoute. C'est toujours ça le point final. Et je pense que quand je m'écoute pas dans une situation, je m'en veux de fou. Parce qu'après, il y a toujours un truc qui me prouve que j'aurais dû écouter ma première intuition. Et en fait, je pense que je me suis affûtée, comme on affûte un outil, j'ai affûté mon intuition au fur et à mesure des années. Je l'écoutais peut-être moins au début, même si j'ai quand même écouté, parce que la preuve en est, j'ai été au bout d'un projet que j'ai senti et qui était pour le coup très précurseur. Hein. On parlait pas de féminisme, de diversité, d'inclusion il y a de ça 12 ans, c'était pas à la mode. Mais c'est vrai que plus tu l'affûtes, plus tu te rends compte que c'est toujours la bonne réponse, que c'est la meilleure façon de vivre en fait. Et du coup, moi je disais toujours, je vivrai jamais ailleurs qu'à Paris, ou en banlieue, mais jamais je quitterai la région parisienne. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai vécu à Paris en tant qu'adulte. Soit j'aurais un loft en banlieue, soit j'aurais un bel appart à Paris, mais pourquoi aller ailleurs? C'est la plus belle ville du monde, tu vois. Et en fait, je me retrouve à avoir le cœur qui bat à 100 000 à l'heure dès que je mets un pied à Marseille, parce que je sens que je suis exactement à l'endroit où je dois être. C'est quand même fou, parce que c'est pas logique, en fait. C'est pas un truc que tu mentalises, quoi. Ça vient de l'intérieur. Et pour moi, réussir, c'est ça. C'est toujours s'écouter, sentir que c'est tes tripes, ton cœur qui parle et pas ton mental. Parce que le mental, finalement, c'est une construction, c'est plus l'instinct de survie, le mental. C'est comment éviter les problèmes, l'échec, le jugement. Et donc, du coup, au départ, il est là pour nous permettre de survivre, c'est-à-dire manger, avoir un toit, ne pas mourir. Mais au quotidien, dans la vie, on va dire, tertiaire, des gens qui travaillent et qui n'ont pas des soucis de survie, c'est plus un frein parce que... Oui, il t'empêche de prendre des risques démesurés, mais par contre, pour moi, il t'empêche d'être en connexion directe avec ton intuition, en fin de compte, parce qu'il projette toutes ses peurs de l'inconnu, parce que tout ce qui est inconnu, il dit non, mais idée, c'est du risque, alors qu'en fin de compte, on sait très bien que les choses les plus magiques, elles se font en dehors de sa zone de confort, donc dans cet inconnu en fait. C'est pas forcément dans le connu. Et c'est comme ça que tu progresses, que tu grandis. Si tu restes dans quelque chose que tu maîtrises parfaitement et que tu connais, généralement au bout d'un moment, ça capote quelque part en fait. Donc, et moi comme j'aime le mouvement, j'ai pas peur de cette zone d'inconfort. Au contraire, elle me stimule. C'est comme une contrainte créative presque. Mais du coup, je pense que j'ai réussi à comprendre et à doser un peu mieux ce qui est de l'ordre de la prise de risque de la nana casse-cou, tu vois, et ce qui est de l'ordre de l'intuition mesurée, tu vois. Parce qu'il faut pas non plus partir dans tous les sens et des fois tu as un impact sur tes proches, ta famille, enfin tu vois, t'es pas forcément tout seul, donc, et puis même sur ta vie, des choses peuvent basculer, donc mais ouais, pour moi c'est ça la réussite. Tu parlais du ventre tout à l'heure, tu dirais que tu écoutes tes tripes, le gut feeling en anglais. Complètement. Surtout des fois, tu sais, tu rencontres des gens, tu ressens tout de suite quelque chose. Et ce truc-là, j'y fais grave confiance. Des fois, en fait, quand tu regardes un peu la science, tu comprends que on est composé d'atomes, donc on est tous faits d'énergie, grosso modo. Alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est une réalité, c'est important de le redire. Ouais, du vide. En fait, il n'y a rien de solide. Donc, une table, c'est pas solide, ton corps, c'est pas solide, ton cerveau, c'est pas solide, un mur, c'est pas solide. C'est des atomes en mouvement. Donc, dès lors que tu as capté que tout ce qui t'entoure est un atome en mouvement, tu comprends que tout est interconnecté, puisque ça bouge. On est comme dans une sorte de gros globi-boulga où tout est lié. Mais
du coup, dès lors que tu te connectes plus à tes sensations corporelles et à ce que tu ressens, tu captes des informations qui sont justement de l'ordre du subtil, pour le coup. Et pour moi, l'intuition, c'est très important parce que quand tu vois les gens qui tirent les cartes, ces tarologues ou ces gens qui sont très connectés, qui canalisent des messages, ou voilà, dans tout ce monde-là qui peut paraître à part, c'est des facultés qu'on a tous en nous. C'est juste qu'en fait, c'est un curseur d'écoute qu'on place pas forcément toujours au bon endroit. On est souvent trop dans notre tête, alors que des fois, juste ralentir ses pensées, justement, par le biais de la méditation entre autres, mais plein d'autres pratiques, ça permet aussi de ressentir les choses différemment et de replacer ton curseur en fait, de comment tu captes une situation, une opportunité, un projet. Pas juste via le mental. C'est important d'avoir le mental, mais ça doit être un tiers du truc, quoi. Et tes stress désormais, tu as 3 entreprises. Qu'est-ce qui est le plus stressant au quotidien pour une chef d'entreprise comme toi ? Non, c'est de les faire réussir et perdurer économiquement, parce que tu as des gens qui reposent dessus aussi, enfin même toi, mais c'est de se dire voilà, comment toujours se renouveler, se réinventer, surtout dans ce contexte qui te met... À chaque fois que tu crois que c'est good, en fait, non. L'incertitude. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas avoir peur de changer à 360 en une décision. Et donc, du coup, ce stress, c'est toujours de se dire, voilà, ne pas... d'être toujours aux aguets des choses et de faire avancer les choses pour qu'elles marchent quand même, parce que le but, c'est que quand tu as des projets dans lesquels tu crois, c'est que tu as envie de rencontrer ton public, tu as envie que ça a un impact. Enfin, moi, j'essaye de faire des projets qui pour moi ont un impact pour la communauté, que ça soit de faire du bien, quelle que soit la façon. Et du coup, mon but, c'est de toucher un maximum de personnes pour pouvoir justement me dire que ça donne du sens à ma vie, tout simplement. Tu parlais de modèle économique et de pérennité. L'argent, c'est un gros sujet dans la création d'une entreprise. Quelle est ta relation à l'argent aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est apaisée ? Écoute, elle est de mieux en mieux. Justement, je trouve que c'est un sujet passionnant. On pourra en parler pendant des heures. J'ai répondu d'ailleurs à un super podcast de Claire Assali sur ce sujet-là. Et j'ai moi-même fait un petit podcast sur mon Instagram sur le sujet de l'argent. En gros, j'ai compris très tardivement qu'on n'avait pas forcément toujours une bonne perception de l'argent et que des fois, elle était complètement inconsciente en nous, qu'elle pouvait être... en fait, la vision de l'argent, elle pouvait être finalement conditionnée par beaucoup de choses liées à la manière dont on avait été éduqué, donc nos parents, l'enfance, et qu'ensuite on reproduisait des perceptions qui étaient vraiment automatiques, quoi, vraiment pas du tout conscientes. Et c'est vrai que moi, je pense, j'en suis même sûre, après avoir écouté plusieurs podcasts sur ce sujet, surtout des choses des étrangers, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont vraiment là-dessus, et lu aussi des bouquins. Il y avait le livre Père riche, Père pauvre, qui est hyper référent sur le sujet. C'est de comprendre en quoi... si tu changes ta vision de l'argent, tu changes la place qu'il prend au sein de ta vie. Et moi, je sais que pendant 10 ans, je me suis sacrifiée, littéralement. Je me payais moins que tout le monde, voire pas du tout pendant un grand nombre d'années. Je partais du principe qu'il fallait d'abord que la boîte, elle tourne, que les gens puissent atteindre les rémunérations qu'ils voulaient atteindre, et que finalement, moi, ça irait, je m'en sortirais. J'avais la chance d'avoir mon compagnon qui pouvait assurer le foyer. Et du coup, je me disais, même si c'est pas du tout une position, une place que j'aime avoir, en termes de, c'est pas du tout agréable. Tu te flagelles vachement d'être dans cette situation. Malgré tout, je me disais, voilà, tout pour la boîte, tout pour quelqu'un d'autre que moi. Et puis, c'est pas grave, je fais pas ça pour être riche. Et en fait, ça, c'était hyper intéressant parce que, en fait, oui, je ne fais pas ça pour ça au départ, mais l'argent, c'est une énergie comme une autre, en fait. C'est-à-dire, grâce à l'argent, moi, je vois pas l'argent comme une fin en soi, c'est juste un moyen de faire plein de choses. Et dès lors que tu comprends mieux ça, tout d'un coup, tu te dis que, il n'y a plus quelque chose à associer de négatif ou de positif. C'est ni positif ni négatif, ça n'a pas de sentiment, en fait. Et c'est vrai que quand tu viens d'un milieu plus populaire, par exemple, il y a souvent cette vision de te dire, on n'a pas d'argent, mais on a l'amour, on est généreux, on fait à manger pour un, on fait à manger pour 15. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et beaucoup vécu.
Et c'est vrai que en face, j'avais les personnes qui avaient des moyens, que je percevais comme des personnes plutôt égoïstes, plutôt froides, plutôt pas généreux du tout, qui comptent leurs sous. Et du coup, tout d'un coup, c'est des gens à qui t'as pas envie de ressembler parce que tu te dis, moi, j'ai pas envie d'être un gros con comme ça. Et donc, du coup, si tu projettes le fait que d'avoir de l'argent, ça te rend comme ça, ce qui est complètement faux, j'ai à le dire, c'est des sortes de schémas qui étaient comme ça implémentés par plein de choses, mais qui sont pas du tout justes. Il y a des cons partout. Mais du coup, t'as pas forcément envie de devenir cette personne. Ouais. Donc, de ce fait, tu n'as pas envie d'être une personne qui a de l'argent, puisque tu associes le fait d'être une personne qui a de l'argent d'être une mauvaise personne. Surtout quand tu regardes et que tu fais le bilan sur la planète, tu te dis, les plus grandes fortunes du monde, elles sont détenues par un micro nombre de personnes, et il y a quand même des gens qui crèvent de faim. Donc, tu te dis, putain, c'est fou quand même. Ça veut dire que si tu as tout cet argent, en fait, tu deviens pas une meilleure personne. Tu ne changes pas. Et donc, tu sais, toutes ces idées, et on est tellement nombreux à avoir des bouts de ces idées-là dans notre inconscient. Et en fait, dès lors que tu commences à te dire qu'en fait, non, ce qui fait les choses, c'est les gens. Enfin, c'est-à-dire, c'est qui tu es, c'est quelle est ta personne. Et si tu as de l'argent et que tu es quelqu'un d'altruiste, tu en feras quelque chose de positif. Et gagner de l'argent, ce n'est pas sale, en fait. Et du coup, ce qui est sale, c'est ce que tu décides de faire avec, en fait. Donc, du coup, j'ai mis du temps à déconstruire cette compréhension-là. Et c'est passé par me payer enfin un salaire décent, même s'il est bien en deçà pour le moment de ce qu'il devrait être. Il est déjà bien mieux et très, très OK par rapport à la moyenne des gens en général. Mais c'est vrai que c'est tout un process, quoi. Ouais. C'est tout un process. Je me rappelle, j'ai un souvenir de moi, je sais plus quel âge j'avais, mais... un premier salaire, un truc comme ça, je me fais un kiff, je me dis, tu sais quoi, à l'époque, c'était la mode des t-shirts, j'adore Dior. Je vais avenue Montaigne et je m'achète ce t-shirt. Alors, j'avais des copines bourgeoises qui l'avaient, leurs parents, elles l'avaient en plusieurs couleurs, et moi, j'achetais des contrefaçons à Clignancourt. Et du coup, je m'étais dit, tu sais quoi, je vais enfin avoir ce t-shirt que j'aurais acheté dans la boutique comme une personne riche. Donc, j'ai voulu vivre cette expérience, et j'y vais. Et ensuite, je reprends mon métro, ligne 9, direction le Pont de Sèvres. Et j'ai mon énorme sac blanc et en fait je me sens pas bien. Ouais. Et je me sens pas bien du tout. Et donc c'est très étrange. Donc je suis rentrée, j'ai essayé le t-shirt, je me suis regardée dans le miroir et ensuite je l'ai ramené genre 24 heures plus tard en disant c'était pour un cadeau mais ça ne lui convenait pas. Et j'ai récupéré l'argent. Et tu vois, ça montre à quel point c'est complexe tout ça. Hein. Tu dis, tu vois, on voit bien même les rappeurs avec tous ces trucs Gucci et tout, ça donne envie, ça fait rêver tous ces jeunes qui ont envie d'avoir ça. Et en même temps, tous ces discours de quand tu es riche, tu n'es pas forcément heureux, qu'on entend, qui l'expliquent. C'est de l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, il contribue à changer ton cadre de vie, mais le bonheur, c'est intérieur. C'est quelque chose que tu cultives quand tu apprends mieux qui tu es, quand tu décides de choisir ton entourage aligné avec tes valeurs. Et ça, c'est un truc... du coup, c'est génial parce que quand tu fais ce travail-là sur toi, quand l'argent croise ta route, il sert à renforcer encore plus ce travail. Et donc, du coup, c'est génial. Il ne sert pas à combler un manque émotionnel, comme ça peut être d'ailleurs le cas de la nourriture aussi, ce qui a été beaucoup mon utilisation de la nourriture. Problème émotionnel, je mange. Et donc, du coup, y a des gens, ils font ça avec l'argent en allant à Avenue Montaigne, voilà. Ouais. Et donc... du coup, c'est vrai que voilà, il faut se dire que c'est un moyen, c'est une énergie qu'il faut utiliser à bon escient, mais pour ça, il faut déjà faire un travail sur soi, je pense, assez important. Et tu disais que tu t'es flagellée, entre guillemets, pendant longtemps. Est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait supporter le stress que tu as dû supporter pour créer Paulette, pour créer Zo 11h11, ou qu'il faut quand même certaines qualités et prédispositions, et si oui, lesquelles ? Je pense que c'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Faut les épaules, parce que ça peut te mettre à terre, quoi. Et donc, je pense que c'est important de dire, et je suis contente que tu me donnes l'opportunité de le dire, c'est qu'on a cette mode de l'entrepreneuriat, tu vois, en plus grâce à ces nouveaux statuts d'auto-entrepreneur, aujourd'hui tout le monde peut être son propre boss, et girl boss par-ci, girl boss par-là. C'est un truc, c'est une vocation, ça t'appelle ou ça t'appelle pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas décidé d'être entrepreneur, j'ai voulu monter mon magazine, parce que je constatais qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait en kiosque. Donc déjà, j'entends des gens, ils disent des fois, moi je veux être entrepreneur, mais ça veut rien dire ça en fait. Enfin, en fait,
qu'est-ce qui t'anime déjà avant de vouloir c'est juste comme dire je vais être 4 supérieur. Ouais, ça veut absolument rien dire. Surtout qu'en plus, quand tu dis ça, tu sais pas tout ce que ça incombe parce que c'est hyper dur. Tu es extrêmement isolé quand tu es entrepreneur. Personne ne comprend ta posture. Tu seras toujours à part du groupe. C'est-à-dire que même si tu t'entends très bien avec tes équipes, tu seras toujours le boss. Ils seront toujours les équipes. Et donc, du coup, tu ne seras jamais dans leur basket, de la même façon qu'ils ne seront jamais dans les tiennes. Et donc, ils n'auront jamais le prisme de lecture que toi, tu as. Et le truc, c'est qu'eux, au moins, ils peuvent partager leur prisme de lecture ensemble. Mais toi, tu es tout seul pour le vivre. Et donc, du coup, c'est là où avoir des associés, c'est chouette quand ça se passe bien. Parce que pour le coup, ça te permet de se serrer un peu les coudes, etc. Mais encore une fois, des fois, la différence de pourcentage et tout de suite, ça implique des choses. Donc, pour moi, le fondateur, le CEO, quoi qu'il arrive, il est un peu seul. Il ne faut pas avoir peur d'être incompris. C'est aussi très challengeant pour la vie personnelle. Moi, la chance que j'avais pendant ces 15 ans, c'est que j'étais en couple avec un entrepreneur. Donc, on se comprenait dans l'investissement qu'on donnait dans nos boîtes. Et on se donnait beaucoup, tous les deux. Peut-être, du coup, forcément au détriment peut-être de notre couple. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose. Enfin, si j'avais été avec un mec qui était salarié, je pense qu'il n'aurait pas tenu à ce moment-là. En plus, où je me donnais totalement à ma boîte et où le temps pour moi était beaucoup plus réduit et c'était moins équilibré qu'aujourd'hui où je suis dans un truc beaucoup plus... j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait du temps pour moi, du me time, de manière beaucoup plus régulière et consistante qu'avant. Mais c'est vrai que oui, il y a énormément de freins, de complications, mais c'est absolument pas impossible. Il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien, que ce soit des mères célibataires, que ce soit des gens en couple, que ce soit des jeunes, des vieux, enfin voilà. Mais être entrepreneur pour être entrepreneur, non. Et ensuite, quelles sont les prédispositions ? Je pense qu'il faut de la patience et de la résilience. Moi, je suis quelqu'un de très patiente. C'est-à-dire que je sais que chaque chose vient quand elle doit arriver. Et je l'ai expérimenté, en fait, tout simplement. Je veux dire, Paulette, elle a son succès aujourd'hui. Ouais. Ça fait 12 ans. Mais pendant 6 ans, on n'avait pas de bureau. On n'a pas été payé pendant des années. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils auraient déjà lâché l'affaire au bout de 6 mois, en fait. Donc, il faut être sacrément patient, il faut y croire. Et il faut être très connecté à son gut feeling, c'est sûr. Quelqu'un très à l'écoute qui n'écoute pas trop, finalement, les avis des autres. C'est-à-dire, tu les entends, tu prends ce qui résonne en toi, mais tu ne te laisses pas influencer. C'est les convictions fortes. Les gens qui sont très influençables, pour moi, par exemple, déjà, ils partent avec... une énorme difficulté pour entreprendre. Si tu es tout le temps à écouter à gauche, à droite, à te nourrir de tout autour pour te dire c'est ça qui va te donner la solution, alors que la solution elle est à l'intérieur de toi. C'est important de se nourrir, de s'éduquer, d'apprendre des choses, mais c'est toujours qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi, pas faire comme ce que tu as vu. Donc ça, voilà, pour moi, c'est pas adapté aux personnalités qui sont comme ça. C'est plus des gens qui se font déjà confiance de base, même si la confiance en soi, c'est une aventure et c'est un sujet qui est absolument pas constant. Il n'y a pas des gens qui ont grave confiance en eux, des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux. C'est faux. C'est comme un électrocardiogramme. Il y a des ups, il y a des downs, et chez tout le monde. Donc voilà, après, il faut apprendre à renforcer et comprendre ce qui fait que tu es up pour pouvoir reproduire des situations où tu l'es le plus souvent possible. C'est mécanique après. Et tu parlais de me time, de prendre du temps pour soi. C'est assez à la mode, le côté vie pro, vie perso, équilibre. Est-ce que toi, tu as cette dichotomie-là entre les deux ? Comment tu t'organises ? Alors, ce que j'adore dans le fait d'être entrepreneur, c'est que je gère mon temps comme je veux. C'est-à-dire, à part des choses impératives qui sont fixées, j'ai pas le choix, je peux décider un mercredi après-midi, enfin comme hier, d'aller faire une irrigation et un cupping alors qu'on est en pleine semaine et que j'ai du taf. Donc, en fait, je m'écoute et c'est vrai que je me mets pas de règles. Je déteste... Justement, on parlait tout à l'heure d'avoir un agenda militaire, ça c'est très important quand tu as plusieurs projets, mais par contre, j'aime pas les routines. C'est-à-dire, je vais pas me dire tous les jours à telle heure, je me fais mon smoothie, je me fais mon truc. En fait, ça ne fonctionne pas avec ma personnalité, tout simplement. La contrainte, le côté routinier, ça ne matche pas. Mais par contre, j'ai conscience, de toute façon, c'est simple, quand je ne fais pas, parce que j'y ai pas pensé, que je l'ai pas un petit peu planifié, ça revient en pleine face. Je n'ai pas assez pris de temps pour moi, je n'ai pas assez médité, je n'ai pas fait de massage, j'en sais rien, j'ai pas fait un truc pour me faire du bien. Et du coup, regarde dans quel état je suis.
j'ai mal au ventre, je mange mal, je suis un petit peu sur les nerfs, je réagis pas comme j'aurais réagi d'habitude, c'est étrange. Et donc du coup, s'observer et comprendre pourquoi on a des réactions plutôt que d'être en pilote automatique, ça te permet vraiment de te dire ah là tu vois c'est peut-être le moment de faire une petite pause en fait. Et je pense que justement dans ce travail que j'ai amorcé finalement depuis 2020, ce truc d'être vraiment plus connecté à mes sensations, ce qui me permet de me dire ah tu sais quoi là tu vois je voyais que j'étais tendue crispée et instinctivement je me suis dit il faut que je reboucle ce soin que j'avais fait il y a de ça plus d'un an, mais je le sens, ça va débloquer plein de choses et je regrette pas du tout et c'est des choses qui c'est toujours le corps il sait tout en fait et on est tellement dans notre mental que des fois on oublie vraiment ce dialogue avec le corps en fait. Et c'est quoi pour toi être au calme aujourd'hui? Être au calme, et déjà pour moi, je peux pas l'empêcher de l'associer à Marseille parce qu'en fait il y a une énergie dans cette ville qui est tellement plus ralentie que celle de Paris. Tu vois là ça fait même pas 24 heures que je suis à Paris et je suis déjà dans un outfit qui correspond à la ville, c'est-à-dire que talons tout en noir, je suis avec mon armure, mon truc, mon machin, je marche à 100 à l'heure parce que je marche très vite en plus et je me suis calée sur le rythme de la ville et sur l'énergie ambiante. Quand je suis à Marseille, je vois la mer, le soleil, l'horizon, et du coup, rien que je vois bien que je m'habille même pas pareil en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'apaise et qui me calme, c'est de voir cet horizon, de cette lumière. Pour moi, la lumière, je suis très sensible à la lumière. Quand j'arrive dans une pièce, si tu vois, je suis capable de changer les ampoules dans une chambre d'hôtel, quoi. C'est vraiment genre, ça. Mais je pense que les gens qui sont hypersensibles, ils ont vraiment, il y a des choses comme ça qui les travaillent dans leur super profond. Et c'est bien de l'écouter d'en avoir conscience et pas juste se dire ah ça m'agresse, genre. Et du coup, je pense que ouais, pour moi aujourd'hui être calme, c'est ouais, dans la contemplation, quoi. J'adore me mettre sur la corniche, face à la mer, je me prends mon déj, je mange, je regarde l'horizon, je me mets de la musique et ça, c'est un bonheur, quoi. Et là, je le fais dans le 20e sur mon balcon, et je regarde Paris au loin et je trouve ça aussi tout autant apaisant. Hein. C'est pas la même chose, mais j'aime bien le ciel et l'horizon, ça, je trouve que moi, ça m'apaise énormément. La nature a besoin de se complètement. reconnecter. Ouais. Tu nous as parlé de méditation, de chamanisme, d'irrigation, enfin il y a plein de choses différentes. Si tu dois retenir 3 conseils pour les auditeurs pour être au calme. Alors, premier truc pour moi, cette histoire d'alimentation. On n'a pas énormément parlé, mais j'ai brièvement évoqué le jeûne intermittent. Mais en fait, pour moi, quand je parle de reconnecter à son corps et à ses sensations, ça passe par ce qu'on met dedans. Parce que, mine de rien, notre corps, donc, c'est hyper galvaudé comme phrase que je vais dire, on le dit beaucoup, mais c'est notre véhicule de vie, c'est-à-dire c'est la voiture qui nous porte. Tu peux avoir toute l'énergie que tu veux, si ton corps ne suit pas, ça suit pas, je l'ai expérimenté. Et donc en gros, pour moi, comprendre ce qui se passe dans notre corps, ça passe aussi par comprendre ce qu'on met dedans. Donc déjà, juste prendre soin de son alimentation. Et je dis pas manger des légumes, arrêter de manger de la viande, mais petit à petit, comprendre quand je mange un truc, pourquoi j'ai mal au ventre. Comprendre l'état dans lequel je me sens après avoir mangé 2 choses différentes et voir comment ça a un impact en fait sur mon mood en termes d'émotion. Ça déjà moi ça serait le premier conseil, c'est vraiment essayer de recréer une compréhension de ce que provoque l'alimentation dans notre état émotionnel, parce que c'est une réalité, ça crée des choses. Quand tu manges certaines choses, ça crée des émotions, ça crée des sensations, c'est la base pour moi. Ça, ce serait le premier truc. Et chacun a son rythme. T'as envie d'arrêter de manger de la viande, t'arrêtes de manger de la viande. T'as envie de devenir végane, tu deviens végane. T'as envie d'arrêter le gluten, t'arrêtes le gluten. Ce qui résonne en toi. Mais juste, tu commences un dialogue avec ton corps. Ça, pour moi, c'est le premier truc. Ensuite, je pense que c'est basique, mais aller chercher ces moments de vide, comme c'est le cas quand tu fais de la méditation, mais tu peux le trouver par plein d'autres pratiques. Hein. Te mettre à faire de l'aquarelle, dessiner... faire la vaisselle. Il y a plein de moments où tu n'es pas dans un stimuli qui est intellectuel, mental en fait. Et c'est essayer de multiplier le plus de moments comme celui-ci, ou même quand tu vas marcher par exemple. Tu marches mais sans musique. Et juste tu décides d'observer autour de toi et de marcher. C'est des recréer dans notre quotidien des moments où finalement tu vas mettre en pause
ou mettre en mode ralenti ton mental pour être plus dans une conscience, dans un truc présent. Ça, c'est un rituel, je pense, à vraiment mettre en place dans son quotidien. Et ne pas se surstimuler tout le temps. Non, voilà, c'est ça. Et je te dis ça pour quelqu'un qui est en surstimulation permanente, pareil. Comme beaucoup de gens, enfin, tu vois, déjà, extension de notre main, notre téléphone. Donc, forcément. Mais vraiment, quand tu comprends qu'il faut que tu mettes dans ton planning de ta semaine des moments comme ça, vraiment, où t'es pas dans la surstimulation, bah, tu te rends compte de ce que ça t'apporte. Et du coup, pareil, ça participe pour moi à ton bien-être. Et ensuite, bah, moi, comme je suis quelqu'un qui adore explorer, c'est vrai, ne pas s'interdire d'explorer des choses un peu foufou, comme c'est le cas du chamanisme, comme c'est le cas d'aller voir une médium, comme c'est le cas d'aller tester ce fameux Kambo, qui était une expérience... qui n'est pas pour tout le monde, hein, c'est dangereux, mais qui, moi, m'a bouleversée. Et c'est vrai que, en fait, si quelqu'un te parle d'un truc et que ça résonne un peu... Dis-toi que voilà, c'est peut-être il y a pas de hasard. Peut-être que cette personne elle te parle de ce truc-là à ce moment-là, ou que tu vois un truc passer à la télé ou sur un podcast. Et peut-être que si ça te fait quelque chose, ça peut être cool que tu testes parce qu'il y a peut-être un message derrière, tu vois. Et je pense que ça c'est des petites choses un petit peu extraordinaires qui du coup tu peux pas mentaliser. Tu peux pas y mettre de logique. Parce qu'il n'y a rien de c'est pas une construction logique du mental, c'est un truc du subtil en fait. Donc du coup, ça pareil, ça te permet de te reconnecter à un autre plan de qui tu es. Et ça, je trouve que c'est chouette et ça t'amène d'autres choses, comme tu vois, je le vis. Donc, des trucs super concrets. Donc, du coup, quand tu les attends pas forcément. Ouais, génial, merci pour ces conseils. Est-ce qu'il y a une personne que tu admires où tu t'es dit, cette personne, elle arrive à supporter le stress, la pression, et tu me conseillerais de l'avoir dans le podcast? Alors, bon, il y a plein de gens. Il peut y en avoir plusieurs. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui sont vraiment super. Moi, en fait, le truc, c'est que tu sais jamais, les gens, quand tu les connais pas personnellement, tu sais jamais comment ils vivent. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, t'es un symbole de réussite et tout. En fait, les gens, on ne connaît jamais la vie personnelle des gens, sauf si on rentre dans leur intimité, tu vois. Et le truc, c'est que des fois, il y a des gens, ils peuvent paraître de l'extérieur hyper épanouis, hyper heureux, hyper successful, hyper peace. Et en fait, à la maison, ça va pas du tout. Dans leur intériorité, ça va pas du tout. Je pense pas qu'il y ait énorme... Enfin, je pense que on est toujours un peu en chaos, tu vois. Il y a toujours... Donc, en fait, je crois que... Après, des gens à voir sur le podcast, il y en a des millions, hein, mais je veux dire, ça serait intéressant, par exemple, une de mes amies les plus proches que je retrouve tout à l'heure, elle s'appelle Cathy, elle a fondé le restaurant Season. Ouais. Voilà, c'est dur. C'est dur. En plus, elle a des enfants et tout. Donc, c'est clairement très difficile. Elle arrive à rester positive malgré la difficulté. Après, voilà, elle vit des choses difficiles. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'entendre des gens qui n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité. Et c'est pour ça que je te dirais Cathy, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, un peu comme moi. On se ressemble sur beaucoup de points. Et c'est pour ça que je pense qu'on s'est tout de suite beaucoup aimé. C'est que c'est important de partager cette partie-là. C'est vraiment très important d'être sincère. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est la quête d'une vie que de se trouver, que de se comprendre. Et puis on vit des épisodes amoureux, personnels, corporels, familiaux. Enfin, et c'est jamais un long fleuve tranquille, en fait. Ça l'est jamais. C'est une utopie que de croire qu'il existe un moment où tout est parfait. En fait, ce qui est parfait, c'est de profiter de chaque moment génial. Mais en fait, pour que la lumière existe, l'ombre doit exister. On s'ennuierait si tout était si calme. Exactement. Et donc, tout a une polarité, positive comme négative. Donc, en fait, dès lors que tu as compris ça, tu n'es plus dans cette quête du paradis. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. On ne parle pas de religion, attention. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a du positif et du négatif dans chaque situation. Tu peux être Kylie Jenner et avoir un truc super négatif alors que tu es billionnaire, tu vois. Et tu peux être... il y a pas... Et le tout, c'est comment toi, tu décides de réagir face à ce qui t'arrive en négatif et en positif, et comment tu essayes de mener ta barque dans ce chaos de up et de down, tu vois, voilà.
Donc voilà. Irène, merci beaucoup pour ce partage. Si jamais tu vas au bout de ce chemin, si jamais il y a un bout sur tout ce qui est chamanisme, je serais vraiment ravie de t'avoir pour que tu nous réexpliques un petit peu. Carrément, avec plaisir. Comment tu es arrivée là. Merci pour ta générosité, pour ta transparence et pour la vulnérabilité. C'est un mot en effet qui est extrêmement important. On n'ose pas assez être vulnérable. Donc merci de l'avoir été. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre, et plus particulièrement le CBD. Pour connaître tous les bienfaits du cannabis breton sur le corps et l'esprit, et peut-être même tester l'un de nos soins naturels, rendez-vous sur ocaran.fr, HOKARAN.fr, et sur notre Instagram @ocaran. Merci pour votre écoute, c'était Au Calme, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.